Salut à tous, bienvenue sur le plateau de Gym Tonic à l'issue d'un derby de folie. Les Aiglons ont manqué la balle de break et la lutte pour le podium se resserre derrière eux. Nous allons bien sûr débriefer tout ça en compagnie de nos experts de la rédaction des sports de Nice Matin, Léandra Iacono. Salut Léandra. Salut Mika, bonjour à tous. William Ambercé, superbe veste Will, bon. Merci, salut, Will. un cadeau de ma femme. C'est beau. Christopher Roux à côté de toi, qui est là, qui remplace la légende, qui est souffrant, on l'embrasse. Ouais. On a mis de côté du coup l'expérience pour la jeunesse, mais on pense à lui. Salut Salut à tous. Beau duo rouge et blanc entre Will et... C'était bien vu. Allez, notre invité Je l'enlève, ma parole je l'enlève. Voilà. Notre invité cette semaine fête ses 20 ans à l'OGC Nice, meilleure directrice de la communication d'un club de Ligue 1. Eh bien, c'est Virginie Rossetti qui est avec nous dans Gym Tonic. Salut Virginie. Bonjour à tous et ravi d'être là. Ouh, tu fais ta timide un peu Virginie. Allez, va C'est falloir... pas mon rôle premier, T'inquiète c'est pas, pas t'es ce à que la maison. j'affectionne le plus. T'es à la maison Et je vais ici, arrêter de me t'inquiète pas. pencher, puisqu'on va... Voilà. ça va bien, ça va bien se passer. Merci en tous les cas, parce que c'est vrai que tu es rare sur un plateau télé, dans les médias. C'est Donc, pas mon rôle. on est très heureux de t'avoir avec nous. Au sommaire de cette émission, nous reparlerons donc de ce derby à travers l'arbitrage qui a posé question aussi pendant ce Nice-Monaco. Le focus concernera Terem Moffi et Jérémy Boga, de retour de la CAN. Rosier, titulaire à Lyon. Ce sera le pour-contre de cette semaine, avec bien sûr une large page consacrée à ce match de vendredi soir au Groupama Stadium. Et en fin d'émission, le souviens-toi sur les 100 ans de l'OGC Nice. C'était en 2004 et donc il y a 20 ans. On démarre ce Gym Tonic avec cette défaite 3-2 donc dans le derby face à l'AS Monaco, des Niçois valeureux à 10 contre 11 pendant une grande partie de la rencontre, mais qui n'ont rien pu faire, mon cher Will, face à un Denis Zakaria en état de grâce. Un Denis Zakaria en état de grâce, une équipe monégasque supérieure dans l'utilisation technique du ballon, dans l'utilisation des espaces, dans la couverture des espaces aussi, mais une vaillante équipe de l'OGC Nice, comme depuis le début de saison, a rivalisé, a même revenu au score à 10 contre 11. On se disait même que peut-être la fin de match pouvait être en faveur du gym. Bon, finalement, le talent intrinsèque monégasque offensif a fait la différence. Ils ont quasiment 3-4 opportunités, ils marquent 3 fois. Rien n'est volé, même si, on l'a dit, on le redira, l'arbitrage a une petite part dans ce résultat. Allez, on va regarder les statistiques de cette rencontre entre Nice et Monaco. C'est plutôt équilibré, on va regarder cela malgré tout. Alors dans la possession également, sachant que donc Nice a joué à 10 contre 11 une bonne partie de la deuxième période. Et puis au niveau des tirs également, on voit que c'est assez équilibré, 5 tirs cadrés de part et d'autre, avec un petit peu plus de tirs même du côté de l'OGC Nice et un peu plus de ballons touchés dans la surface de réparation adverse. Mais il y a effectivement ce carton rouge sur Dante qui a changé un petit peu la face de cette rencontre. C'est le tournant du match pour toi, Léandra ? C'est un tournant du match. Après, il y en a d'autres. Moi, je pense aussi à la double occasion de Guessant, puis Laborde à la 45+3. Je pense que ça peut aussi faire tourner le match, parce que si tu rentres à la mi-temps avec un but d'avance, on sentait que Monaco avait un peu la tête sous l'eau, était devenu un peu plus fébrile mentalement. Mais bien sûr, quand tu perds Dante, qui est hyper important aussi dans la construction du jeu, et puis ça met un coup sur la tête de voir aussi son capitaine partir sur une expulsion qui paraît sévère. Mais puis après, je trouve que Nice a vendu chèrement sa peau derrière. Donc au final, un petit tournant, mais je pense que le match ne se résume pas à ça. Virginie, je ne vais pas parler à la directrice de la communication du club, mais à la passionnée de l'OGC Nice que tu es. Évidemment, une défaite dans un derby, ça fait mal à tous les supporters. Bien sûr, ça fait mal, mais en même temps, c'est très rare que ça m'arrive. Je passe une bonne nuit après une défaite, ça m'arrive jamais. Mais là, je suis rentrée et j'ai été embarquée par cette équipe encore une fois. Un collectif de fous. Et comme vous disiez, l'incidence de la perte de Dante en début de seconde mi-temps, quand on sait le rôle, l'influence qu'il peut avoir, nous a été hyper préjudiciable. Et pourtant, on n'a pas senti vraiment la différence sur le terrain. À 10 contre 11, et avec une équipe de Monaco qu'on sentait fébrile aussi, en gagner du temps, etc. Donc, moi, voilà, ce collectif me plaît à chaque match. Et encore dimanche soir, alors qu'on a perdu, j'étais
complètement embarquée, rassurée et absolument pas inquiète pour la suite. Cette équipe de l'AS Monaco, tu la connais bien, Christopher, tu l'as su tout au long de l'année. Elle jouait sa peau aussi un peu sur ce match-là, à 18h en particulier, dont c'était l'anniversaire ce jour-là. Elle a montré aussi des choses que l'on n'avait peut-être pas vues depuis longtemps et qui a pu contrarier cette équipe de l'OGC Nice. C'est ce qui me fait dire que des fois, parfois cette équipe peut choisir ses matchs. On a l'impression que c'est dur des fois au Louis II, mais quand, comme à Marseille ou à Nice, voilà, c'est des grosses affluences, des grosses affiches, ou en tout cas qu'il y a de l'attention, elle sait répondre présent. Il y a eu pourtant voilà, la perte de Vanderson avant le match. Ils ont su se réorganiser, ils ont su trouver des solutions. Malgré tout, j'ai trouvé quand même cette équipe un peu fébrile. Elle ne doit jamais laisser Nice revenir. Ils ont tiré une fois en deuxième mi-temps, ils sont à 10 et ils arrivent quand même sur un coup de pied arrêté à revenir. Donc c'est ce qui me fait quand même penser que Nice peut avoir des regrets parce que pour moi le nul aurait été peut-être le résultat le plus juste. Et ce qui est dingue dans cette rencontre, c'est que effectivement, comme tu l'as dit Christopher, c'est que Vanderson se blesse le matin du match, douleur musculaire, et que Zakaria aurait donc dû ou pu jouer en défense centrale, hein, c'est ça, Léandra, et peut-être moins apporter donc ce surnombre et cette frappe de loin, et c'est voilà sur le premier but et le surnombre sur le deuxième. C'est ce qu'on avait imaginé parce que Maripane était hyper en difficulté ces dernières semaines. Donc nous, on avait pensé que Zakaria peut-être pouvait reculer. Et au final, c'est lui qui a apporté de l'impact, qui a marqué 2 buts. Et en fait, le fait de passer en 4-3-3, ça a aussi permis de renforcer le milieu monégasque avec Camara, qui est un petit peu plus un travailleur de l'ombre. C'était plus équilibré. Exactement, c'était aussi plus équilibré qu'avec une défense à 3. Donc finalement, un petit coup du sort qui a peut-être avantagé Monaco. Oui, est-ce qu'on peut parler d'une défaite qui donne confiance, malgré tout ? Non, une défaite donne jamais confiance. Après, ce qu'on peut dire, c'est que l'OGC Nice est dans la course, totalement. Ils sont deuxièmes et ils n'ont pas volé leur place. Ils le prouvent face à une grosse équipe monégasque. Donc voilà, il reste 13 journées, c'est pas non plus énorme. L'OGC Nice est deuxième, ils ont leur destin entre les mains et ils sont bien à leur place. Ce qu'on peut se dire, c'est ça, c'est que, comme l'a dit Virginie tout à l'heure, c'est pas en tout cas une défaite qui est inquiétante pour la suite. Bon, on va parler évidemment de cette lutte pour le podium et on va voir que ça s'est resserré derrière. Mais avant cela, on va reparler de l'arbitrage, bien sûr, de ce Nice-Monaco. Alors, il y a eu des décisions un petit peu qui ont fait parler. Le carton rouge, en particulier pour Dante, après ce tacle sur Minamino. On va voir quelques images, quelques photos de ce tacle de Dante. Dans un premier temps, Léandra, l'arbitre ne siffle même pas faute au départ. Non, il siffle pas faute. Monsieur Vatelier, c'est un arbitre qui laisse beaucoup jouer. Et au final, donc c'est Clément Turpin dans le camion du VAR qui l'appelle pour rappeler. Mais on voit qu'il y a un peu d'échauffourée aussi. Ça commence un petit peu à être tendu. Parce qu'il reste longtemps au sol. Ouais. Exactement, qui reste au sol. Après, Zakaria, à la fin du match, a aussi dit que Monaco avait mis un peu de pression quand même. Et je pense que ça a joué. Mais en fait, c'est très difficile à voir à vitesse réelle, finalement, ce geste. Quand on a joué un peu au foot, on sait que Dante, il est emporté dans sa glissade. Après, oui, il y a un contact sur la jambe de Minamino. Que l'on voit là, après le match. Choupiné. Mais c'est le problème des protèges tibia d'aujourd'hui pour moi, ça. C'est qu'aujourd'hui, c'est ceux de débutants qui ont les pros. Donc forcément, quand ça tape, ça fait mal. Ouais. Donc il ne faut pas après se plaindre qu'on a le tibia qui est gratigné aussi. Ça, c'est un fait aussi. Je me suis amusé à regarder la taille de ce protège tibia, Minamino. Si ça dépasse ils sont pas très longs. Ils sont pas très grands, mais comme beaucoup de joueurs, on pense d'abord à l'esthétique plutôt qu'au côté pratique maintenant. Donc forcément, nous, on joue avec des protèges tibia qui remontent au genou. Exactement, des fois avec même la chevillère. Donc c'est plus ça aujourd'hui. Donc forcément, quand ça tape, ça fait mal. Ils s'entraînent même plus avec des protèges tibia aujourd'hui. Will. Non, moi ça me désole parce qu'avec les images, forcément, tout devient plus spectaculaire. Quand les images sont arrêtées, au ralenti, le geste devient forcément impressionnant. Alors après, moi je voulais juste qu'on garde un peu de sensibilité foot et qu'on fasse vraiment la différence entre un défenseur qui met de l'impact dans sa frappe du ballon et la continuité de son geste va malheureusement toucher l'adversaire, et la différence avec un contact direct sur l'adversaire. La pression, la dangerosité n'est pas du tout la même. Et là, en l'occurrence, Dante joue un ballon, regarde devant lui, et dans la continuité de son geste, le pied vient heurter le genou de Minamino. Parce que s'il y a carton rouge, c'est parce qu'il y a geste non maîtrisé. Hein. C'est ça la justification de l'arbitre. Est-ce que pour vous, le geste, il est maîtrisé ? Faudra m'expliquer qui est le champion qui arrive en un quart de seconde, parce que c'est vraiment un quart de seconde, toucher un ballon et arriver à replier son pied avant que le pied aille toucher l'adversaire. Voilà, faut être un... C'était jaune. Mais c'est rien du tout, même. C'est rien du tout. Et s'il lui casse la jambe ?
C'est lui qui a ce type Mais c'est qu'est-ce qu'on fait malheureux, c'est malheureux, c'est vrai, c'est Ouais, donc malheureux. pas de rouge. quand Mais même. non, c'est complètement involontaire. Même dans sa tête, il ne voit même pas Minamino en fait. Il joue le ballon. Après, le geste déborde. Mais ça, c'est pas du tout une faute. Quand je repense à certains gestes, et notamment un Marseillais, Marseille-Monaco au Vélodrome, où il lui met vraiment le pied sur le genou, sans toucher le ballon, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Oui, c'est ça le problème, c'est l'arbitrage à deux vitesses. Mais oui, mais C'est puis ça. là, Turpin, je trouve qu'il fait de l'excès de zèle, en fait. Il n'a pas à se manifester au VAR. De toute façon, c'était soit il mettait un carton rouge, soit rien, parce qu'il ne pouvait pas revenir sur un carton jaune. Mais c'était rien. Voilà. Mais C'était par rien. contre, ce qui est intéressant, c'est moi j'ai eu Bruno Irles qui lui était ancien défenseur et maintenant est coach et qui dit bah en fait maintenant on prépare les joueurs à faire attention à ce genre de gestes parce qu'on sait qu'à vitesse avec le VAR, le contact tout de suite va paraître plus impressionnant. Mais on va regarder le football à la loupe maintenant. C'est super. C'est comme les hors-jeux au millimètre. On va regarder les fautes si malheureusement le crampon touche. Et par contre, juste pour finir sur l'arbitrage, pour pas dire que non plus c'est ce que cet j'allais te incident change tout, c'est qu'à la fin, perso, je trouve qu'il y a 2 pénaltys. Ben pour voilà, ce c'est qu'on ce que a je veux fait. dire, parce que l'arbitrage de M. Vatelier, il n'est pas uniquement en défaveur de l'OGC Nice dans cette rencontre-là, puisqu'il y a au moins un penalty sur Akiliouche à la fin de la rencontre. Après, Balogun loupe son action dans la continuité de l'avantage donné par M. l'arbitre. Et il y a peut-être faute sur Minamino en première mi-temps aussi. Comme quoi, selon moi, cet arbitrage VAR de M. Turpin fait perdre le fil à M. Vatelier sur le terrain. Complètement d'accord. Parce que juste là, je trouvais que à sa manière de laisser jouer, il faisait un match correct. C'était dans les deux sens. Il sifflait pas outrageusement dans les deux sens. Et puis là arrive ce rouge. Et là arrive derrière la compensation au final. Parce que les 2 fautes, elles sont claires sur les Monégasques, mais il ne siffle plus. Parce qu'il y a eu ce rouge. Et même lui, je suis sûr qu'il n'était pas convaincu à la base de ce rouge. Mais une fois qu'il est appelé par le plus grand arbitre français à la VAR, eh ben, Ouais, mais ça il met aussi, c'est rouge. problématique. C'est qu'on appelle les arbitres et on les pousse à mettre rouge. On Ah, devrait- en général, quand il se déplace, c'est pas Eh pour oui, rien. mais quoi. il faudrait qu'ils puissent mettre un jaune aussi sans être sanctionné et qu'ils C'est pourraient. pas dans la règle. Ouais, mais ça c'est incroyable aussi. Il faudrait que pas pareil. justement à partir du moment où on leur dit allez voir les images pour prendre une décision, qu'ils puissent la prendre pleinement. Il y a un problème certainement d'uniformisation de l'arbitrage. On fait souvent le procès aux dirigeants de l'OGC Nice ou pas, de pas être assez vindicatif envers les arbitres. Virginie, toi tu es au cœur de cela. Finalement, c'est quoi? C'est parce que chacun a sa place au final? Non, c'est parce qu'on ne sait pas tout et qu'on ne dit pas tout médiatiquement. Voilà, c'est tout. Il y a énormément de choses qui sont faites. Sachez que personne n'accepte sans broncher. Ça n'existe pas dans ce club et on est niçois, donc on est déjà de base pas enclin à supporter l'insupportable sans rien dire. Et du coup, il y a plein de choses qui se passent, mais seulement on ne les déclare pas médiatiquement. Et pourquoi? Parce que c'est un parti pris de ne pas afficher, de ne pas faire de populisme peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, des choses sont faites et en permanence. Je lis aussi souvent, on a été traité sur le plateau, on nous a mal commenté ou tout ça. Toutes les rédacs, on est le club qui harcèle le plus. Le moindre mot est disséqué chez nous, au service com, et le moindre manque de respect est remonté aux rédactions. Avec les effets, pas toujours, machin, mais en tout cas, croyez bien qu'on œuvre en sous-marin, puisque c'est C'est le mot à la mode. c'est le mot à la mode. Mais de là, du coup, à ce que les supporters ne le savent pas et continuent quand même malgré tout à dire le club ne bouge pas, ne fait rien. Après, il y a des réunions avec les supporters, les groupes sont avisés quand même, etc. Mais c'est vrai qu'on n'intervient pas à chaud tout de suite, comme dimanche soir, où on n'est pas intervenu tout de suite médiatiquement. Mais il y a Là, des- vous êtes intervenu, tu peux Oui. nous le dire. Oui, oui, bien sûr. Et c'était quoi la teneur? C'est d'être arbitré On va comme les rentrer autres? dans les détails, mais il va y avoir des rencontres très rapidement, etc. Il va falloir qu'on nous explique des choses qu'on n'a pas compris sur le moment. L'arbitre non plus, puisque lui-même n'avait rien sifflé. Donc voilà, il y a des choses qui se font systématiquement. C'est une bonne info, ça. Après j'ai trouvé, C'est notre indiscret de la semaine. Tiens. Grave, voilà. j'ai trouvé la réaction de Todibo très classe. Moi. En gros, dans ce que j'ai compris de ses propos, c'est que sur une saison ça va s'équilibrer. Et Ouais, ça, que- j'en sais rien, ça. On sait pas, mais moi je pense que oui. Regardez Il y a Monaco. déjà quelqu'un qui a fait un compte de tout cela. Monaco, soi-disant Marseille, sont volés. Là, peut-être certains ont trouvé qu'ils ont été un peu favorisés. Sur une saison, moi je pars du principe que les décisions finissent par peut-être s'équilibrer. C'est peut-être un peu utopique, mais c'est un peu ma manière de voir les choses. Et je trouvais que sa réaction était plutôt apaisée et plutôt saine en tout cas. Bon, en tous les cas, pour la blague, bah non, c'est pas une blague finalement. C'est M. Turpin qui arbitrera le Lyon-Nice. Oui. Fantastique. C'est incroyable ça. Extraordinaire. Ah, c'est génial. Bah là, comme ça, au moins, il pourra prendre les décisions en live et se montrer. Voilà. C'est quand même incroyable. Hein. Il faut toujours qu'il se montre, qu'il se Et, signale. rappelons que monsieur l'arbitre de Marseille-Monaco, c'était qui déjà? Delajau C'est Delajau. C'était de la Delajau avait été derrière désigné pour le match de Nice. Non, Brest-Nice. Oui, c'était Brest. Ouais, Brest-Nice et est finalement, déclassé. il avait été déclassé. Mais là, c'est que M. Turpin, il est ciblé un peu sur ce match-là.
Laissons peut-être passer un peu de temps avant de le faire arbitrer Nice, non? Des fois, je me demande comment ça réfléchit un petit peu dans les instances. Là, on peut pas dire, le club peut pas dire on veut pas de Turpin sur ce match-là. Ça, c'est pas possible. Non, mais par contre... Vous faites remonter. Les petits messages subliminaux. Ouais, voilà, on n'est pas content. On sera tous vigilants. On a compris. Allez, on va parler de la lutte pour le podium qui se resserre donc avec cette victoire de l'AS Monaco qui revient juste derrière l'OGC Nice. On va regarder le classement entre la 2e et la 6e place, parce qu'on a bien compris que le Paris Saint-Germain serait champion cette saison. Et puis au-delà, l'écart est encore un peu trop grand avec Rennes, par exemple, qui a 8 points de retard sur l'OGC Nice pour le moment. Donc 39 points pour Nice, Monaco à 38, Brest à 37, ça c'est pour les 4 places de la Ligue des Champions. Et puis après, derrière, ça revient fort avec Lille et Lens, des adversaires que l'OGC Nice va devoir jouer à l'extérieur. Lille et Lens. On parlait de balle de break, Léandra, c'en était une là, clairement. Ah bah clairement, c'était une balle de break parce que Lille avait perdu contre Paris. En fait, tous les résultats, Brest avait fait match nul aussi. Donc tous les résultats étaient un petit peu favorables, mais on en parlait avec Will avant le match justement. Et on disait que Nice, à chaque fois qu'ils avaient eu un petit peu l'occasion de faire cette balle de break, ils avaient manqué le coche. Bon là, le match était aussi de très haut niveau, mais c'est dommage. Moi, Lens m'inquiète un peu. Rennes aussi. J'ai pas mis Rennes exprès parce qu'il y a encore de l'écart. Mais c'est quand même 8 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, mais 5 en championnat. Donc, Mais ils auront la Coupe d'Europe. Et Lens aussi. Et Lille aussi. Donc ça aussi, c'est un paramètre important. L'OGC Nice n'a plus que 2 tableaux à jouer, Coupe de France, championnat, quand d'autres ont encore la Coupe d'Europe qui forcément engage beaucoup d'énergie. Ça peut être un paramètre important, surtout si Lens se prend au jeu. Et là, ils ont pris Fribourg, imaginons qu'ils passent. Après, tu te prends au jeu, tu te focalises un peu plus sur la Coupe et tu perds des plumes en championnat. L'OGC Nice sur le podium de la Ligue 1, Virginie, c'est pas arrivé très souvent depuis que tu es là et nous depuis qu'on suit l'OGC Nice. Est-ce qu'on rêve de la Ligue des Champions quand on est comme ça dans les bureaux? On se dit ouais, ça serait autant que les joueurs d'ailleurs, ça serait formidable. Être sur le podium déjà, quand tu me dis ça, je me revois. Voilà, je pense qu'on est un club. Je sais pas quel club a autant progressé sur les 10 dernières années en France, parce qu'aujourd'hui c'est presque devenu une normalité. On est en train de se dire, pour que ce soit la Ligue des Champions, l'Europa League. Donc oui, on va être européen. Cette année, il y a vraiment la place. Et en plus, on le mériterait complètement, vu la constance, vu le fait que sur l'année civile, on est quand même la 3e équipe après PSG et Lens. Donc c'est pas une anomalie, ce n'est plus anecdotique. Donc on va être dans le top 6 et voilà, comme on dit souvent, on s'interdira pas de voir plus haut. Et voilà, aujourd'hui, on prend goût, forcément. On prend goût à ce podium du côté de l'OGC Nice. Alors, Evan Guessant était en conférence de presse cette semaine. L'attaquant de l'OGC Nice est revenu, évidemment, sur cette lutte, toujours aussi serrée pour le podium. Il est devant la caméra de Philippe Bertini. Ça va être compliqué pour toutes les équipes, pas forcément pour nous. Je pense que les autres équipes se disent la même chose. Ça va pas être facile pour eux. Je pense que ceux qui seront en Europe l'auront mérité. Donc, logiquement, ça ne sera pas facile à nous maintenant de faire face à toutes ces oppositions. Voilà, faire face à toutes les oppositions pour cette équipe de l'OGC Nice. D'ici la fin de la saison, ça commencera bien évidemment par essayer de faire un résultat à Lyon. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. On passe au focus et ce focus va concerner nos 2 joueurs qui reviennent de la CAN. Terem Moffi, Jérémy Boga vainqueur de cette Coupe d'Afrique des Nations avec l'équipe de Côte d'Ivoire. Alors il n'a pas beaucoup joué, hélas, Jérémy Boga, dans cette équipe. Et Terem Moffi, finaliste malheureux de cette CAN. Ils vont revenir, Will, là dans les prochaines heures. Ils arrivent jeudi midi, donc à la veille du déplacement à Lyon. Ça m'étonnerait qu'ils fassent partie du groupe, ça fait un peu short pour un déplacement à Lyon. Mais en tout cas, ils reviennent et... Qu'est-ce qu'on va en faire ? Déjà, numériquement, c'est bien d'étoffer le secteur offensif. Et puis, ça reste quand même 2 titulaires avant leur départ. Aujourd'hui, des choses ont changé. Je pense que Evan Guessant est aujourd'hui l'inamovible avant-centre axial de l'OGC Nice. Donc, reste une place à prendre pour Moffi à droite. Et pour Boga à gauche, est-ce que l'attaque, ce sera celle-là? Ou est-ce que notre petit jeune loucher va continuer de surprendre?
Voilà, je pense que Dur d'enlever Gaëtan Laborde parce que le coach l'aime beaucoup aussi. ouais, mais bon, Laborde, par contre, il y a beaucoup Il moins a marqué de... là, un penalty. Ouais, un penalty. Ah bah, c'est bien. Je veux bien, mais dans le jeu, c'est toujours pas ça. C'est vraiment l'attaquant le plus inoffensif en ce moment, même si on l'aime beaucoup pour son abnégation, son caractère et son tempérament. Mais en revanche, techniquement, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, rien que déjà dans ce sens-là, je pense que le retour de Mofi et Boga va permettre à Laborde de souffler un petit peu. Il va falloir la digérer, cette CAN, pour Jérémy Boga, peut-être, parce qu'avec toutes les festivités qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, les maisons données par le président, les primes, les choses comme ça, il va falloir redescendre un peu sur terre, non? Ça t'a fait rêver ces maisons-là. 50 millions de francs CFA. 76 000 euros. C'est quand même plus facile de gérer une victoire qu'une défaite. Donc je pense que ça ira. Et puis c'est un garçon qui est arrivé l'été dernier, qui a des choses à prouver aussi. Et à se prouver, il n'a pas le temps, je pense, de trop gamberger aussi. Il y a de la concurrence. Will l'a dit, ça va rajouter de la concurrence. L'arrivée aussi de Shaw cet hiver est là aussi pour ça. Donc je pense que ça ira et qu'il va retrouver le fil assez rapidement. Et pour Terem Mofi, Leandra, alors lui, il a quasiment pas joué, à part le penalty. 16 minutes. La demi. Le penalty 16 de la demi. Il a été décisif en demi, Voilà, en mettant il ce provoque fameux tir au but. un carton rouge. Alors qu'il ne devait pas être dans cette sélection du Nigeria. Il était appelé de dernière seconde après des blessures. Lui, ça sera plus facile, tu penses, de se remettre dans le bain de la Ligue 1? Je pense qu'il doit avoir un peu des fourmis dans les jambes de jouer, de reprendre un peu le fil de sa saison. Ça a été un petit peu un ascenseur émotionnel pour lui, pas sélectionné au départ. Finalement, il part. Il y a quelques matchs, je crois, il fait même pas partie de la feuille de match. Vraiment, je pense qu'il est passé par toutes les émotions. Et je pense que sa maison, elle est aussi à Nice, et c'est là qu'il va pouvoir retrouver le fil de sa saison, tout simplement. Avant d'écouter Francesco Farioli à propos de ces deux joueurs, un petit mot Virginie quand même, parce que Emers Faé, vainqueur de la CAN, ici on est plutôt content. Je te disais tout à l'heure en coulisses que j'ai été hallucinée parce qu'on lui a envoyé des messages de félicitations et il nous a répondu dans l'heure. Donc ça m'a fait plaisir parce que voilà, je me disais il avait dû perdre déjà son téléphone ou je sais pas, mais non, il s'est rappelé, il est profondément attaché à l'OGC Nice et on est super heureux pour lui, comme évidemment pour nos deux joueurs qui ont été finalistes, qu'on a hâte d'honorer à leur retour. Et puis pour nos anciens, il y a quand même Mika Seri, Nicolas Pépé. Ne souris pas. Et voilà. Nicolas qui Par contre, Jean-Michel Seri qui est revenu vraiment avec Emers Faé, titulaire à partir des 8e, ou des quarts, je sais plus, les premiers matchs d'élimination directe, et il a plus bougé. Et il a fait apparemment une belle deuxième partie de Cannes. Donc super pour Jean-Michel Seri, ça fait plaisir de revoir ce joueur. A misé sur les anciens, notamment Gradel aussi, qui a pris la place petit à petit de Boga. À l'honneur contre Clermont, sûrement, Mofi et Boga, un petit truc. Oui, bien sûr. Une petite présentation. Ils sont heureux de rentrer, comme on est heureux de les retrouver. À l'Alliance Riviera, évidemment, dans une dizaine de jours. Francesco Farioli s'exprime donc sur les retours de Terem Mofi et Jérémy Boga. Sicuramente il rientro di Jeremy e Terem. Le retour de Jérémy Boga et Terem Mofi est très important pour redonner un peu plus de qualité à l'équipe. On sait combien ils sont fondamentaux pour nous. Eux deux, ils sont impliqués dans près de la moitié de nos buts depuis le début de la saison. Donc on sait qu'ils ont un poids particulier. Comme je l'ai dit, leurs remplaçants ont fait de leur mieux. Ils ont vraiment assuré. Mais on a besoin de toutes les énergies pour commencer et finir les matchs. Et comme j'ai dit, dans un championnat si serré, leur absence ça fait partie de tous ces petits détails que j'espère qu'on ne regrettera pas à la fin. C'est surtout ça, mais on espère qu'ils vont revenir le plus tôt possible. On va revenir le plus rapidement possible dans le groupe de l'OGC Nice. Si on rappelle, c'est l'information que nous donnait Francesco Farioli ce matin. De retour à Nice, normalement, ce jeudi midi et en entraînement, pourquoi pas. On verra s'il y en a un ou les deux dans le groupe face à Lyon vendredi. On va s'intéresser un petit peu plus à toi, à ton job, ma chère Virginie. C'est l'heure du tac au tac. Allez, respire un bon coup, tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. Déjà, directrice de la communication, c'est rare d'en avoir sur le plateau, parce que c'est vrai nous, on a les directeurs sportifs, les directeurs généraux, les entraîneurs, mais directrice de la communication, et pourtant, c'est peut-être à toi qu'on parle le plus dans une saison. Donc, explique-nous un petit peu, voilà, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est d'une directrice de la communication d'un club de Ligue 1, c'est quoi ta fonction ? C'est déjà donc la gestion des relations presse, comme vous savez, puisqu'on se parle très souvent. Et c'est en gros, pour résumer, c'est protéger l'image du club et de ses composantes, faire en sorte que la gouvernance soit toujours alignée, que
que nous soyons respectés le plus possible et que nous soyons le plus authentiques. Surtout, c'est très important à l'OGC Nice parce que je précise que voilà, la com, c'est souvent décrié, c'est souvent un peu fake, c'est souvent tout ça. Mais nous, à Nice, on a une com qui est authentique. La com avec un coup de projecteur ou ce genre de choses, c'est pas pour nous. Et du coup, tout ce qu'on fait et tout ce qu'on essaye de faire chaque jour, c'est être authentique en premier lieu. Et aligné. Donc toutes les composantes de l'OGC Nice, sa gouvernance, ses joueurs, etc., dans un même ton et une même voix. Et par exemple, le slogan « Mon gym, ma famille », c'est exactement ça? C'est dans ce cadre-là que c'est Exactement. Je pense que notre communauté, le premier mot qui leur revient quand on parle des actions de l'OGC Nice, c'est le mot fierté, et c'est pas pour rien, ça l'est pour nous aussi. Parce que donc le service com aussi s'occupe de tout ce qui est politique RSE, qui est très prégnante à l'OGC Nice. On s'est toujours fixé d'être utile tous les jours. C'est ce qu'on essaye de faire. Donc chaque soir, on se dit qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui d'utile. Et voilà, il faut qu'il soit passé quelque chose. C'est important aussi. Il y a aussi la marque, il y a aussi plein de choses qui sont dans tes prérogatives. Oui, mais la marque, c'est la communication. C'est comment on active des opérations, etc. Toujours pour communiquer sur les valeurs intrinsèques de l'équipe, de ses composantes, de ses joueurs. D'ailleurs, voilà, on a toutes les composantes du club qui sont engagées, même sur les actions citoyennes. Ouais, ça, c'est ce que j'allais te dire, sur les actions citoyennes de bienfaisance. Aussi, vous êtes très, très engagés. Très engagés, très reconnus au niveau national. Encore une fois, ce n'est pas des choses qui sont relayées médiatiquement, comme vous savez, mais on fait énormément de choses et c'est une grande fierté pour nous et c'est même un devoir. Il y a une initiative de mémoire aussi pour lesquelles tu as vachement œuvré avec ces anciens aiglons à chaque fois mis à l'honneur avant les matchs. Ça fait partie aussi des choses. Un gym, ma famille, c'est aussi se souvenir de ceux qui sont passés dans ce club. Exactement, et je crois que tous les grands clubs, quels qu'ils soient, sait honorer son histoire. Et nous, c'est très très important, comme tu disais. Bon, la casquette de supportrice m'a bien aidé puisque les anciens que je retrouve à chaque match, c'est avec plaisir parce que c'est mes rêves d'enfant et ceux qui m'ont fait vibrer sur le terrain quand j'étais gamine. Mais oui, c'est toujours un bon moment et sincèrement, de les voir vivre ce moment est un vrai moment de bonheur à chaque fois avec les générations, leurs petits-enfants, etc., qui récupèrent ce trophée et qui nous disent merci de savoir faire ça et d'avoir cette mémoire. Et on l'a vraiment au club, oui. Et le dernier, c'était Anthony Mounier, qu'on a vu lors du match face à Monaco, Honoré, qui est venu avec sa femme, ses enfants, c'était super sympa. Il n'était jamais venu à l'Alliance, donc ça prouve qu'en plus, c'est une manifestation qui a d'autant plus de mérite, c'est que certains sont partis du club, ne sont plus jamais revenus, n'ont pas vu l'Alliance, et grâce à cette initiative-là, ils reviennent, ils sont acclamés, et c'est plein de souvenirs qui reviennent pour tout le monde. Il y a toujours aussi des gestes envers les supporters décédés, ça c'est pas banal du tout pour moi, parce que c'est vrai que c'est des gens qu'on peut parfois oublier, qui donnent beaucoup aussi pour le club, et il y a toujours aussi un attachement à mettre ces gens-là aussi en valeur. Et ça, en tout cas, je trouve que c'est un geste aussi qui est marquant, quoi. Oui, parce que c'est... Excusez-moi. C'est vrai ce que tu dis. C'est vrai qu'on a eu les pertes chaque jour de supporters et qu'on essaye d'honorer du mieux possible. C'est surtout d'être juste. On a eu des moments, je me souviens de la perte de René Marcil. Il y a eu plein de moments très compliqués ou ne serait-ce encore plus largement les attentats du 14 juillet. Et je trouve que le club est toujours juste dans ces moments-là. Et n'en fait pas trop ou pas assez, juste. Voilà. Et c'est très important ce que tu disais aussi. Et ça fait partie de notre ADN d'être là pour les autres. Justement, Virginie, tu nous disais tout à l'heure que Nice était un petit peu le club qui avait connu le plus grand développement en 10 ans. Comment toi tu l'as vécu et est-ce que c'est difficile de rester authentique justement dans tout ça, de garder ces mêmes valeurs ? C'est ce que je me prête à dire, c'est quand on grandit qu'on ne doit pas se perdre justement, parce que beaucoup se perdent. Nous, les joueurs, on leur explique souvent, et ils sont complètement enclins à ça, c'est qu'on grandit, mais c'est là où on va faire encore plus, et qu'on va montrer qu'on ne change pas, qu'on ne bouge pas. Après une défaite, on va passer autant en zone mixte après une victoire, on ne bouge pas. Et c'est vrai ce que tu disais, moi j'ai vécu les 10 ans j'ai eu la chance avec Maurice Cohen qui m'a donné ma chance de vivre ces 10 premières années, puis l'arrivée de Jean-Pierre River et Julien Fournier qui nous ont fait passer dans une autre dimension. Donc je suis un peu témoin de tout ce qui est devenu le club et c'est vraiment bluffant parce qu'on est vraiment sur le détail aujourd'hui et depuis un moment. Allez, tiens, puisque tu en parlais, le petit cadeau, le message de Maurice Cohen à Virginie Rossetti. Virginie, 20 ans de club. Je me souviens la première fois que je vous ai rencontré pour vous embaucher, c'était pour vous occuper du centenaire de l'OGC Nice, que vous avez fait avec brio. Et puis je m'aperçois aujourd'hui, 20 ans après, vous êtes toujours là, toujours animé par la même flamme que de l'OGC Nice, que vous aimez tendrement.
Et je suis très heureux que vous soyez encore là parce que vous véhiculez l'état d'esprit du club, l'état d'esprit OGC Nice, qui est un bon état d'esprit. Et c'est important qu'il y ait des gens comme vous qui soient au sein de ce club. Je vous embrasse, Virginie. Ton premier patron à l'OGC Nice, Maurice Cohen, mais avec une tendresse toujours particulière pour lui. On est très liés, mon premier patron, mon premier mentor, et ça sera toujours mon président. Comme Jean-Pierre River sera toujours aussi mon président, mais voilà. C'est quelqu'un que j'affectionne beaucoup parce que c'est un vrai mec bien. Je crois qu'il n'y a personne qui peut en parler en mal. Cette stratégie de communication de l'OGC Nice, elle est vers plusieurs publics. On ne parle pas de la même façon aux supporters, aux médias et au grand public, ou tu décides que c'est la même chose au final? Oui, ce que je disais tout à l'heure, nous, c'est vraiment... on essaye de délivrer un message. Des fois, c'est pas facile d'être entendu toujours... comme on voudrait, mais en tout cas on est authentique, voilà, tout ce qu'on fait ça doit être cohérent, ça doit être aligné. Mon nouveau DG est très attaché à ça, mais c'est vrai, on doit être aligné avec notre territoire, c'est très important, ensemble on fait qu'un, et du coup c'est la cohérence, voilà. Chaque jour je suis contente de travailler pour une entreprise qui est cohérente jusqu'au moindre détail de ce qu'il fait en interne. Et cohérent aussi quand ça va un peu moins bien, quand il y a des petites crises, quand il y a des moments passagers. Tu parles de quelle crise? On n'en a pas vécu du tout. On en a eu des crises non. Du côté de l'OGC Nice, évidemment, tu en as connu beaucoup. Là, c'est un peu plus compliqué, parce que c'est vrai que quand on est passionné comme toi, on aime quand tout va bien, évidemment. Là, c'est un peu plus compliqué de se mettre dans cette peau de gestion de crise. Bien sûr, c'est compliqué. On a eu des moments très difficiles cette saison. Et c'est là où c'est encore plus important d'être cohérent quand tout va bien. Parce que là, on se retrouve entre nous et on peut réfléchir ensemble et dans la même direction. Donc, vraiment, la gouvernance est très, très importante dans un club. On le voit avec Lyon. Il y a eu des moments où on a dépassé quand Parker vient. Enfin, moi, je vois des choses dans mon rôle de DIRCOM où je me dis, mais heureusement que ça se passe pas à Nice. Non, mais il y en a d'autres, hein, t'inquiète. Non, mais oui, mais je pense à Lyon parce que c'est tellement une belle institution à la base. Il y a d'autres choses qui se passent ici et là, quoi, aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Mais en tout cas, la gouvernance alignée, cohérente, avec chacun à sa place, chacun son rôle, c'est hyper important, et notamment quand la maison tangue, quoi, bien sûr. En tout cas, il n'y a pas Philippe pour parler de Doumé Baratelli, mais il y a Virginie pour parler de Dédé Amitrano. Toi, ça fait partie de ces joueurs. Moi, je veux juste que tu racontes un peu pourquoi, c'est quoi ce rapport à l'OGC Nice, le football, c'est quoi? C'est un coup de foudre. On est à Saint-Valentin, donc on peut parler de coup de foudre, mais c'est vrai, je le dis souvent. Pourtant, j'ai pas des parents, et j'embrasse ma maman qui est votre première fan et qui va regarder. On l'embrasse avec grand plaisir. Voilà. C'était pas foot du tout, et c'est une vieille tante qui m'a amenée sur sa mobilette. J'avais 10 ans, et j'ai eu, je sais pas si c'est le théâtre des émotions qui m'a fait ça, ou un coup de cœur, et c'est devenu ma passion, mon refuge, ce qui m'a animée. Depuis, je retrouve les journaux intimes de gamine où je marque les résultats, où mon moral est fluctuant par rapport à ça. C'est hallucinant. Donc c'est pour ça que je l'ai toujours dans un coin de la tête. Parce qu'un destin comme ça, il est magnifique. C'est qui tes idoles à l'époque? J'adorais Dédé, la chanson que j'ai encore en tête, que j'ai réussi à faire en ancien glon. Ça a été très, très, très long pour le convaincre, parce qu'il n'aime pas ça. Ouais. Et après, il y avait Super 5, Curbelo. Lui, j'adorerais le faire revenir aussi. Ouais. Et voilà, vraiment, gamine, et du coup, j'avoue que ça m'a jamais quitté en vrai. Même si aujourd'hui, je ne regarde pas un match en tant que supportrice en premier lieu, mais quand même, sur un but, j'oublie tout. C'est difficile. Tu te disais, je veux travailler un jour pour ce club, quand tu étais gamine, quand tu aimais ce club autant? Petite, je réalisais pas qu'on pouvait, puisque je pouvais pas être joueuse de foot. Donc, mais après, je suis partie faire mes études, je suis partie à l'étranger. Là-bas, je lisais les articles de Philou et je pleurais. Donc là, on venait me voir en disant, ta famille te manque. Non, j'ai lu un article, compte rendu du match de Philou. Et voilà, je te jure, c'est véridique. Ouais. Et ma mère m'envoyait les coupures de journaux, des comptes rendus de matchs de Philou qui me faisaient vibrer là-bas. Et voilà, je remercierai jamais assez Maurice Cohen de d'avoir changé mon destin, et aujourd'hui j'en suis toujours consciente que c'est une vraie chance qui m'est arrivée. Est-ce que ton boulot a un petit peu changé avec l'arrivée d'Ineos à la tête du club, d'entreprise mondiale, richissime? Est-ce que ça a un petit peu changé pour toi?
Ça a changé aussi quand les Chinois étaient là. À partir du moment où on a ouvert aux capitaux étrangers, évidemment que ça change, puisqu'on doit des comptes aussi à d'autres gens. Et non, ça a beaucoup changé, surtout en termes de moyens, puisqu'on est... Voilà. Aujourd'hui, tu as le moyen de faire un peu plus ce que tu veux Bien sûr, en termes de communication. De développer beaucoup plus de choses. Et voilà, j'en profite pour dire que c'est une énorme chance d'avoir un actionnaire comme ça. Et comment on gère justement les périodes de crise sur le côté pression, même au quotidien c'est de la pression, c'est un grand club, Nice, on le disait. Comment on gère ça personnellement? Ça doit pas être évident. Ça me fait plaisir ce que tu viens de dire, voilà, d'entendre, c'est un grand club, Nice, on le disait, voilà, les gens ne réalisent peut-être pas et on les attend à l'Alliance pour faire grandir cette affluence parce que tout le temps on dit ça se passe maintenant, n'oubliez pas où on était, mais c'est vrai. Non, quand je te disais qu'aujourd'hui on a des process, on a vraiment une cohérence dans ce qu'on fait, on se lève pas en disant qu'est-ce qu'on va dire, on se réunit tout de suite, chacun participe, chacun dans son rôle, donc la gestion de crise est plus simple. Évidemment, on ne peut pas tout anticiper, parce que des cas de crise, il y en a 10 000 différents. Mais on est costaud à ce niveau-là. Voilà, et personnellement, sur la pression, est-ce que c'est quelque chose qui glisse, ou au contraire, des fois, on est un peu saisi aussi quand on me connaît, on sait que j'ai encore des efforts à faire à ce niveau-là. Voilà. Ouais, tu prends un peu les choses à cœur. Un peu, et 7 jours sur 7 surtout. Ouais. C'est-à-dire je les branche jamais. Donc, Ça fait partie des personnalités entières. Quand on est entier, on prend tout à cœur. Qui ne s'est pas pris un de Virginie en conférence de presse quand elle a des questions À quelle question tu penses Non mais c'est vrai, c'est pour ça qu'on t'aime et qu'on t'adore. Une question qui vient aussi, c'est une femme au milieu d'hommes. C'est vrai que c'est pas commun non plus dans ce milieu-là. Comment tu gères, comment tu as géré toi ça au début et aujourd'hui d'ailleurs? C'est bizarre, à chaque fois qu'on me pose cette question, je me dis, je ne me suis jamais posé la question que quand on m'en parle dans les interviews. Parce que ça n'a jamais été un problème pour moi, je me suis jamais posé la question. Comme je dis à mes équipes, écrivez votre destin, écrivez votre vie, sans vous poser de questions. C'est vous qui allez écrire ce qui va vous arriver. C'est ce que j'ai fait en fait. Et aujourd'hui, c'est vrai que je me pose encore moins la question parce qu'à des postes clés du club, qui sont moins exposés que moi, il y a des femmes, que ce soit au juridique, que ce soit au partenariat, au merchandising, il y a des femmes de très grande qualité et on ne se pose plus la question en ce sens. Même nous, on en a une. Exactement. On est très heureux. Si tu avais un rêve, là, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que, t'as des moyens, t'as dit que tu avais un peu plus de moyens, mais ton rêve, ça serait quoi aujourd'hui en tant que directrice de la communication de l'OGC Nice? De faire vivre à cette ville un titre. Voilà. Je crois qu'on attend que ça maintenant. Le dernier que j'ai vécu, j'étais en mode supportrice au Parc des Princes en 97. On l'a approché 2 fois en finale. Là, il faut qu'on en gagne une parce qu'on attend que ça et les Niçois sont prêts à l'accueillir. Pour capitaliser en plus. Exactement, pour capitaliser et voilà, faire grandir justement toute cette base et enfin remplir ce stade parce qu'on a une influence qui a énormément évolué, mais c'est encore frustrant. C'est encore frustrant parce qu'il y a énormément de gens qui parlent du club, comme tu sais, et on les retrouve pas forcément au stade. Donc ça se joue maintenant, il reste très peu, 6 matchs à domicile, sans compter peut-être les matchs de Coupe de France. Et on en a besoin parce que voilà, ce club, cette équipe, ce staff, le mérite tout simplement. Bon, on va passer à l'avant-match Lyon-Nice. On reparlera avec toi, évidemment, de ce centenaire que tu avais préparé de l'OGC Nice. Ça sera dans le Souviens-toi tout à l'heure. Mais on va passer à présent donc à la préparation de cette rencontre entre Lyon et Nice. C'est vendredi soir, un horaire inhabituel pour les Aiglons, au Groupama Stadium à 21h. On va regarder, non, on a déjà vu le classement de la Ligue 1. On a vu que l'OGC Nice, ça s'était resserré. Alors, il y a eu ce match nul à Brest, Will, qui était plutôt bon. 7 défaites contre Monaco derrière. Il ne faudrait pas perdre trop de points en route non plus, quoi. Non, mais comme on le disait tout à l'heure, dans le contenu, c'est là que c'est le moins inquiétant. À Brest, le 0-0 est très positif dans le contenu. Belle prestation à l'extérieur après 3 défaites de rang en championnat à l'extérieur. Donc finalement c'était une bonne fin de série. Ce match contre Monaco il est perdu, mais dans le contenu il est toujours très intéressant, dans le caractère aussi, ils sont toujours très concernés. Il n'y a que Diop qui manque à l'appel toujours, donc toutes les forces en présence sont là, pas forcément inquiet. Lyon c'est une équipe qui est en confiance mais qui est affaiblie. Notamment derrière, donc il n'y aura pas O'Brien qui est suspendu et Enrique et Lovren sont incertains. Donc Tolisso aussi et Tolisso qui sera probablement absent. Ouais. Donc voilà, et chacun a ses petits problèmes, mais je trouve que l'OGC Nice au final
Il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Cette équipe de Lyon, quand même, malgré tout, Christopher, qui revient bien grâce à Pierre Sage. Un magnifique article d'Anthony Boyer, d'ailleurs, aujourd'hui dans Nice Matin, sur Pierre Sage, le Niçois. Je ne savais absolument pas qu'il était d'ici, enfin, qu'il vivait, entre guillemets, ici. Voilà, avec un petit peu d'argent au mercato, avec un nouvel entraîneur, on voit que ça peut aller très vite, en fait. Ouais, c'est une équipe qui a réussi à se relancer, qui n'a perdu que 2 de ses 10 derniers matchs de compétition confondus, qui est capable de jouer dans plusieurs systèmes, à 3 derrière, à 4. Là, ils ont gagné en 4-3-3 à Montpellier, par exemple. Donc, c'est une équipe aussi qui devient difficile à lire. Il a un peu plus de solutions. Il y a à la fois Matic qui arrive au milieu, donc ça, c'est un élément d'expérience qu'on connaît. Devant, ils ont recruté des jeunes joueurs, notamment Fofana, par exemple, Orban aussi. Donc, ça peut être un match compliqué pour Nice, mais comme le disait Will, voilà, dans le contenu, moi j'ai aimé aussi certaines choses, même pas mal de choses dans le match de Nice contre Monaco, donc pourquoi pas les gagner là-bas. Le fait que Lyon ait gagné son dernier match, Léandra, peut-être qu'ils arriveront avec un peu moins de pression sur ce match à domicile contre Nice, même si au classement c'est encore assez resserré en bas, mais voilà, c'est pas le même Lyon que Nice a affronté lors des matchs allés. Ah non, pas du tout. Après, je pense que quand on a été si proche d'entre guillemets, là ils sont 13e, mais on sent quand même que le classement est très resserré derrière. Je pense qu'ils savent que c'est pas le moment non plus de relâcher la pression. Donc je les vois pas arriver la fleur au fusil et dire bon bah Nice, non, moi je les vois plutôt vouloir encore avancer, y croire, et puis avec les nouveaux joueurs qui ont apporté une nouvelle énergie. On l'a dit, Benrahma aussi qui va être compliqué à gérer sur un côté. Il va faire son premier match peut-être. Premier match peut-être. Il a joué ce week-end, il a joué 4 minutes. Il a joué. Lacazette qui est deuxième meilleur buteur de Ligue 1 à égalité avec Wissam Ben Yedder. Il y a quand même quelques forces dans cette équipe de Lyon. Mais par contre, oui, c'est sûr qu'elle est très différente de celle qui avait fait nul, je crois que c'était le 26 août. Par contre, ça reste toujours aussi fragile derrière. Montpellier, ils gagnent dans la 85e, 90e, mais tout le reste du temps, ils sont archi dominés. Et Montpellier n'est pas efficace. C'est une équipe qui est toujours très bancale derrière, alors qu'elle a des qualités offensives, mais par contre, qui peut prendre beaucoup de buts aussi. Un match différent du match aller, où les deux équipes s'étaient quittées 0-0, et c'est un triste 0-0 d'ailleurs, à l'Alliance Riviera ce soir-là. On a posé la question à Francesco Farioli, est-ce que ça va être différent cette fois? Écoutez la réponse du coach italien. Sicuramente sono in un trend di risultati diversi in un momento di fiducia. Assurément oui, la tendance est différente, ils ont une confiance qui est différente avec leur nouvel entraîneur, il y a eu un changement de mentalité et d'approche. C'est une équipe qui aujourd'hui a plus envie d'aller conquérir des ballons, du moins plus haut qu'au match aller à Nice. Donc ce sera un match assurément différent avec des problématiques différentes. Et comme je l'ai dit, c'est une équipe qui avait déjà de gros arguments en début de saison et qui s'est renforcée en plus au mercato. Donc ce sera dur d'aller chercher des points là-bas, mais on a nos objectifs, on a notre parcours et ça commence vendredi, on essaiera de ramener des points. E portare a casa punti. Eh oui, parce que cet objectif podium, il passe par aussi aller chercher des points comme ça face à des équipes en forme, comme peut être l'Olympique lyonnais en ce moment. Alors, avant d'aborder la composition des équipes, on va se poser une petite question. Est-ce que Valentin Rosier sera titulaire, doit être titulaire à Lyon? C'est le pour-contre de cette semaine. Pourquoi cette question? Parce que certains, et en particulier Will, trouvent ici Jordan Lotomba un petit peu en difficulté depuis quelques matchs. Donc du coup, je vais pouvoir te laisser la parole. Et je vais même dire pas un petit peu, beaucoup. Je trouve même Jordan Lotomba complètement à côté depuis le début de cette saison. De Monaco à Monaco, au derby, à l'aller, il est catastrophique. Et là, il est triste. Le week-end dernier, il fait partie des 2 aiglons les plus tristes sur le terrain avec Gaëtan Laborde. Donc malheureusement, mon argumentaire ne va pas aller très loin parce que j'ai posé la question au principal concerné qui est Francesco Farioli et qui juge que Valentin Rosier n'est pas encore prêt. Il a encore du travail à faire, donc malheureusement Rosier ne débutera pas à Lyon. Donc Lotomba devrait encore débuter à droite, mais c'est vraiment actuellement, je trouve, le talon d'Achille de cette équipe. En phase de possession, il n'avance jamais avec le ballon. Il s'arrête, il regarde toujours la solution derrière, il ne prend jamais d'initiative. Et défensivement, ce n'est pas l'assurance tout risque non plus. Donc voilà, j'ai hâte que Valentin Rosier monte en capacité physique parce que je suis fatigué de voir les prestations tristes de Jordan Lotomba. Léandra. C'est pas vraiment un pour-contre, du coup. Parce que... non, mais c'est ce qu'a dit Will, il est trop juste. On l'a vu, en fait, le message avait été clair déjà à la base, dans le sens où il avait joué 30 minutes contre Brest.
Puis il avait été laissé au repos. Son coach n'avait pas voulu l'amener à Montpellier parce qu'il devait justement parfaire sa condition physique. Contre Monaco, Farioli a fait rentrer Rosario à la place de Lotomba et Rosier finalement n'est rentré qu'à 7 minutes de la fin de la rencontre. Donc on sent dans les messages passés par le coach aussi que Valentin Rosier a encore beaucoup de travail physique à faire. Là pour parfaire sa condition, surtout pour en fait s'équilibrer par rapport à celui de ses coéquipiers. Et puis, c'est ce que le coach avait dit aussi à son arrivée. Valentin Rosier, c'est un joueur dont le jeu réclame beaucoup d'énergie. Quelqu'un qui va mettre de l'intensité dans les duels, de l'agressivité, qui est un bon contre-attaquant. Donc, il a besoin d'être physiquement à 100% pour que ses qualités puissent s'exprimer. Pour le moment, c'est pas le cas. Peut-être contre Clermont, dans un match qui pourrait, entre guillemets, sans manquer de respect aux Clermontois, être un peu plus simple, avec moins de vitesse sur les côtés. Bon, voilà, ça va être facile la synthèse pour toi, là, Christopher. Là, à la base, j'étais déjà d'accord avec Leandra. Il a plus rejoué de match complet depuis le 26 novembre. Donc, moi, je pense que c'est prématuré et effectivement, c'est ce qu'a dit le coach. Même finalement. sur 60 minutes, tu ne le mets pas en début de match, toi. Même s'il peut jouer 60 minutes. J'ai jamais été. Moi, perso, je le mets direct. Oui, 45 minutes, tout de suite. Non, mais après, le Tomba, il est moins bon que les autres, c'est sûr, il a un cran en dessous, ça se voit, mais je suis d'accord avec toi. En fait, on peut pas citer d'erreur manifeste. Dis-moi le dernier match où vraiment il a fait une erreur qui a provoqué le derby aller. Oui, voilà, le derby aller. Voilà. Mais c'était il y a... Je suis un peu d'accord avec toi. Il est en dessous. On va voir vendredi contre Orban et c'est Fofana. Fofana. Qui va à 250 000 à l'heure. On va voir. Bon, on verra ça. En tout cas, Le rendez-vous elle n'aime est pas pris. qu'on critique ses joueurs. Même, dans tous les cas, même s'ils sont bons ou pas bons, on ne peut pas critiquer les joueurs de l'UCNIS. On ne touche pas aux membres de la famille. T'as bien raison, Virginie. Du coup, on va passer à la compo probable. Juste avant le jingle, avant cette compo probable, un mot sur Dante directement suspendu. Donc, on va attendre la commission de discipline quand le match ce mercredi va prendre, ce mercredi soir. Mais il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de surprise, c'est Youssouf qui va jouer derrière. Ouais, le coach l'a annoncé. Voilà. Le coach l'a annoncé sur une superbe question, je crois, de toi. Il a pas fait de suspense et il a dit que ce sera Youssouf qui accompagnera Todibo dans l'axe. En revanche, il a été plus mystérieux sur la sentinelle qui va remplacer Youssouf. Et bien donc, c'est une passe D pour aller vers cette compo probable. Il est quand même parlé directement. La compo probable de ce Lyon-Nice. Attention, le petit lancer de micro de Philippe Risoli. Et on va y aller donc pour ce déplacement au Groupama Stadium. Bon, il ne va pas y avoir beaucoup de surprises. Avec Marcin Bulka toujours dans les buts. Jordan Lotomba, donc. T'as été contraint et forcé de le mettre. Hein, dans le couloir droit. J'étais pas forcément. Même Rosario aurait pu peut-être occuper cette place-là, mais avec le recul de Youssouf, Rosario est aussi une solution au milieu de terrain en cours de match, qui donc peut-être ne pas se l'enlever en le faisant débuter à droite. Il peut pas bluffer sur Youssouf ? Je pense pas. C'est pas trop du genre du coach le bluff. Il aime pas trop le poker. Youssouf Todibo et du coup Bard inamovible à gauche. Et donc oui, ce pari de sentinelle, c'est Kefren Turam, comme on l'a vu 2 fois cette saison déjà, à l'extérieur contre Montpellier 0-0 et à domicile contre Toulouse, victoire 1-0. Donc Thuram qui dans ce poste-là avait montré de belles qualités, notamment on sait qu'il a beaucoup progressé cette année dans l'engagement physique et il pêche plus. Hein. Sur le 3e but, tu veux dire de Monaco, il était bien. Non, sur le 3e but de Monaco, on peut lui reprocher, mais par contre, il n'est pas revenu, pour tout dire. Non, il n'est pas revenu. Mais moi, je parie encore sur une courbe ascendante de Kefren Turam, comme d'un certain monsieur là qui joue devant et que tu n'étais pas très convaincu, mais qui est de plus en plus convaincant. Et pour le coup, je vais te le dire clairement, j'apprécie énormément les progrès d'Evan Guessant pendant ce mois de janvier. Merci. Et je le reconnais tout à fait. Donc voilà, c'est le côté droit en fait. Entre Jordan Lotomba et Gaëtan Laborde, ils ont vraiment une dernière cartouche peut-être à jouer à Lyon avant que la concurrence ne vienne leur grignoter leur place. Bon, Evan Guessant qui par contre, même avec le retour de Mofi, je pense, ne perdra plus sa place dans l'axe parce que c'est vraiment énorme ce qu'il fait. Et Louché qui est encore la bonne surprise, qui fait un match très cohérent contre l'AS Monaco avec ce penalty obtenu, un superbe contrôle dans la course. Léger ou pas le penalty d'ailleurs?
Non, Césaire juste parce que l'intelligence de Loucher, c'est qu'après son contrôle, il vient couper la course du défenseur et l'empêche d'intervenir convenablement et provoque une faute. Ce n'est pas un scandale. Et donc, très malicieux, Tom Loucher, et donc il a le droit à une nouvelle confirmation en attendant le retour des Africains. Voilà, donc Tom Loucher, une nouvelle fois peut-être titulaire à Lyon. J'en profite du coup, Virginie, pour parler des jeunes, parce que quand on aime l'OGC Nice, on aime voir les jeunes sortir du centre de formation aussi. Et ça aussi, mon gym, ma famille, ma fierté, c'est ça aussi, c'en est une. Non, c'est vrai que de voir en plus, comme tu disais, le petit Guessant et maintenant le petit Loucher à ce niveau-là, c'est hyper bluffant. Je crois que nous-mêmes, on est presque étonnés, tellement ça va vite et tellement ils prennent du poids rapidement. Et du coup, comment on fait? Parce que Tom Loucher était en conférence de presse la semaine dernière. Est-ce qu'on les protège un petit peu, ces joueurs-là, ces jeunes-là, par rapport aux médias en particulier, Oui. qui les demandent parfois beaucoup? Ça, c'est la formation Julien Fournier, vous m'en avez pas encore parlé. T'inquiète pas, j'allais y venir. Il m'a appris à protéger les gamins et c'est vrai qu'on les expose pas tout de suite, pour qu'ils soient focus vraiment sur leur performance, parce que c'est nouveau pour eux. Mais bon, Tom, comme vous avez dû voir, était pas trop stressé la semaine dernière, plus qu'Evan. C'était très bien. C'est quelques conseils comme ça, ou il y a carrément des moments où, je sais pas, on fait 1 heure de média training On est tout le temps. C'est vrai qu'on prépare les confs avec eux. On prépare, mais on va pas leur dire ce qu'ils doivent répondre. Aussi, mais en tout cas, oui, on essaie de les préparer au mieux pour justement éviter tout piège. Ouais. Les petits éléments de langage parfois ou bof, même pas. Pas trop. Non, comme je vous disais, comme authentique. Donc il faut que ça soit eux qui le ressentent et qui l'incarnent. Et si ça dérape, comment on fait? Eh ben, on fera en sorte qu'ils s'excusent. Ouais. Non, mais généralement, ça dérape pas trop parce que c'est des garçons bien structurés. Mais il y a des réseaux sociaux maintenant et tu me vois venir. Ce qui s'est passé avec l'affaire de Youssef Attal, c'est une raison encore supplémentaire d'être très vigilant par rapport aux jeunes joueurs en particulier. Bien sûr, on sensibilise d'ailleurs très souvent les gamins du centre aussi, parce qu'eux aussi sont touchés aujourd'hui, peuvent liker ou faire une manip maladroite dans les moments où où tout le monde est braqué sur ce qui va se passer, ce qui va réagir. Et du coup, oui, on est très vigilant. Et voilà, Youssef, quand il fait cette erreur, il l'a fait lorsqu'il est en sélection. Et c'est très regrettable et on est très triste quand ça arrive, évidemment. Youssef Attal qui, au final, Will, pour clore définitivement ce dossier, a bien et bien signé en Turquie. Oui, c'est bien engagé à l'Adana Demirspor dans les vraiment toutes dernières heures presque de ce mercato, puisque c'est le dernier jour du mercato turc qu'il a signé. L'OGC Nice a rempli ses objectifs, notamment les dirigeants, notamment Florent Ghisolfi, qui a pu refermer la page mercato d'hiver avec le sentiment du devoir accompli et même avec la petite cerise bonus sur le gâteau, c'est que tu as fait rentrer un peu plus d'argent que ce que pouvait attendre le club finalement cet hiver. C'est-à-dire C'est-à-dire que tu fais rentrer à peu près 500 000 avec Youssef, tu fais rentrer un petit peu d'argent aussi avec le prêt de Buonanni. 1 million. 1 million pour un prêt, donc sans compter l'économie de salaire aussi. Donc au final, c'est un mercato d'hiver parfaitement réussi pour les dirigeants niçois. Quand on a un tandem Ghisolfi-Bocquet au sportif et à la direction générale, c'est pour toi quelque chose qui facilite ton boulot derrière? Oui, parce que c'est très agréable de bosser avec eux. Comme je vous disais tout à l'heure, chacun sait ce qu'il a à faire. Malgré tout, il n'y a pas de cloisonnement entre le sportif et l'administratif. Ça, c'est très important aussi aujourd'hui à souligner. Et chacun œuvre dans son domaine et collectivement. Donc voilà, on a de la chance d'avoir ces compétences au club. On sait que Julien Fournier était plutôt interventionniste, on va dire ça comme ça, dans les strates du club, que ce soit au niveau sportif ou administratif. C'était facile de travailler avec Julien? Non. Ça n'a pas été, surtout au début. Et puis après, j'ai compris qu'il allait m'apporter des choses, qu'il allait me faire grandir, qu'il allait faire grandir le club. Je crois qu'une des premières choses qu'il m'a dites en présence de Jean-Pierre River, puisque c'était le binôme ensemble, nous disant il faut que le club, l'OGC Nice, redevienne un club qui compte en Ligue 1. À l'époque, on se battait pour le maintien, on essayait Notre fierté, c'était de faire une année en plus en Ligue 1, on les comptabilisait. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc oui, Julien, c'était dur. La première année, j'ai fait l'ascenseur sur mon bureau et le sien pour qu'il m'explique le détail du détail, pourquoi ça n'allait pas, etc. C'est quelqu'un qui m'a énormément apporté. Et oui, beaucoup de rigueur, beaucoup de fermeté. Pas le plus rigolo,
En tout cas, Au boulot. au boulot, Ouais. voilà, exactement. Et c'est quelqu'un, voilà, que je remercie aujourd'hui de ce qu'il a apporté au club et ce qu'il a apporté, ce qu'il m'a apporté personnellement. On sait que tu t'attaches aussi aux gens, aux personnes, évidemment. Tu as vu passer des entraîneurs avec certains avec lesquels tu t'es attaché, d'autres un peu moins. On ne citera pas de nom là pour le moment. Mais c'est compliqué aussi parfois de gérer ça quand on doit annoncer le départ d'un entraîneur qu'on aime bien. On pense tous à Lucien Favre. Là, Oui, pour le coup. Lucien, même Claude Puel, avec qui j'ai une très bonne relation encore aujourd'hui. Là, pour les 20 ans, justement, j'ai reçu une très belle vidéo de gens qui m'ont témoigné des choses et je retrouve des gens, justement, comme Claude Puel, Julien Fournier, à qui j'avais jamais réussi à faire ce genre de choses, donc ça prouve bien l'affection. Et oui, c'est difficile, mais ça fait partie intrinsèquement de mon métier, donc je m'y suis faite. Et c'est des relations, voilà, qui perdurent après aussi le club. Donc, Et l'entraîneur avec qui ça s'est mal passé, on le dit ou pas? On a le droit ou pas? celui qui disait qu'on était en famille, qu'on était ensemble, c'est ça? Voilà. Ouais. C'est ça. Bon, allez, on va Non, pas faire c'est là vraiment, je crois qu'il n'y en a qu'un seul. Non, Donc on ne c'est dira pas Patrick qui, Vieira, mais... évidemment, avec qui ça s'était pas très très bien passé lors de son passage à l'OGC Nice. C'est l'heure du cadeau de la semaine, c'est parti. Un cadeau offert par Virginie, parce que c'est elle qui décide toutes les semaines si on a des places ou pas à donner pour les matchs des Aiglons à domicile. Et bien là, on vous fait gagner 2 places pour la rencontre entre l'OGC Nice et Clermont. C'est la semaine prochaine. Je ne sais pas si je t'avais prévenu encore, Virginie, qu'on faisait gagner ça cette semaine, mais peut-être que tu t'en doutais. Oui. Évidemment, il n'y a pas de problème. 2 places donc à gagner pour Nice-Clermont dimanche dans une dizaine de jours. Donc avec, eh bien vous en avez l'habitude, le score, le nom des buteurs de ce match entre l'Olympique Lyonnais et l'OGC Nice avec le petit hashtag Gym Tonic. 2 places à gagner pour Nice-Clermont. Au-delà de ça, on vous attend bien sûr très nombreux à l'Alliance Riviera pour cette rencontre ô combien capitale, puisque la tribune sud, en plus la Populaire Sud va être rouverte là pour le coup, et donc ça veut dire qu'on a besoin de tout le monde sur ce match-là. La course à l'Europe, c'est maintenant. Voilà. Prono de Will 2-0, but de doublé de Lotomba. Voilà, pourquoi pas, s'il joue. Voilà donc pour le cadeau. On termine par le souviens-toi, c'est parti. Léandra et Virginie, du coup, vous allez nous parler des 100 ans de l'OGC Nice. C'était en 2004, de ce qui s'est passé autour de ça. Parce que juste pour la petite histoire, Virginie, tu as été embauchée pour ça, pour gérer au départ ces 100 ans. Exactement, j'ai embauché dans le cadre d'un CDD de 8 mois, même pour tout dire, par Maurice Cohen, pour être chargé de mission autour des 100 ans du club. J'étais seule là-dessus à l'époque. On était une dizaine, je crois, de salariés. Et voilà, grand moment. Bon, comment ça s'était passé ces 100 ans, Léandra? Mais avant de ça, j'aimerais demander à Virginie, parce que avant de faire cette mission, je crois que tu étais rentrée déjà au club, mais en tant que commercial, c'est ça? Exactement, en novembre d'avant. C'était mon rêve de travailler au club. Donc Maurice Cohen, on en avait parlé. Il m'a dit par contre, une casquette de commercial. J'ai dit d'accord, pas de souci, je ferai tout, même gratuitement. Et en fait, on se renie pas, comme tu disais William, je suis quelqu'un qui, voilà, c'est défaut de ses qualités, mais qui suis très entière. Et la casquette de commercial, j'ai senti très vite que je n'étais pas douée. Je n'avais pas de compétences pour ça. Quand je parlais à quelqu'un, je commençais à penser qu'il fallait que je lui vende un truc. Enfin voilà, ça n'allait pas du tout. Donc je suis allée le voir et je crois que c'est ce qui a fait qu'il m'a rappelé après, parce que je lui ai dit, voilà, je suis désolée, je crois que j'apporte pas à mon club, donc il faut que je m'en aille. Et du coup, il m'a rappelé en février, donc 3 mois après, pour le centenaire. Il y avait Chris Pito à l'époque. Bon, pour la petite anecdote, elle est partie, elle s'est mariée après avec Romain Pito. C'est pour ça qu'elle quitte le club, vu que Romain est transféré à Sochaux en 2004. Et du coup, ça laisse la place. Et du coup, je signe mon CDI. Et pour la petite anecdote encore, je prends Caliste né cette année-là. Leur premier enfant, ils ont 3 filles. Et elle arrive en alternance chez moi l'année prochaine. Parce qu'on est toujours amis aussi avec Chris. Avec Chris. C'est le petit clin d'œil. L'histoire n'est pas finie. C'est ça, c'est un cycle. Bon, Gilles, ma famille, on y revient toujours. Alors, c'est 100 ans. Eh ben, c'est 100 ans, du coup, parce que c'est un beau projet pour quand on est supportrice d'un club, d'y participer. Donc là, il s'était joué en 2 temps forts. Une première soirée le 6 juillet, avec une garden party organisée au Théâtre de Verdure. 2000 invités, des joueurs, enfin des anciens joueurs, pas mal de personnalités qui avaient participé à l'histoire de l'OGC Nice. Et puis le deuxième temps fort, c'est ce match, Virginie. Premier match de la saison, et on recevait, ils étaient champions, hein, c'était leur grande période, Lyon.
Donc, on avait joué au Stade du Rail, on avait perdu. Je crois que c'était une négociation, hein, c'est ça, avec la Ligue. Oui, je crois qu'on avait demandé, Maurice Cohen, déjà influent, comme Jean-Pierre River aujourd'hui dans les instances, qui avait demandé pour l'événement un match au sommet. Et on avait joué Lyon pour le premier match. Nicolas, donc mon fidèle bras droit, voilà, m'a rappelé tout à l'heure que c'était le premier match d'Hatem Ben Arfa. Vous voyez, il y a toujours des boucles. Des liens. Voilà, des liens. Et donc, oui, très vertigineux à l'époque pour moi. Hein. Je n'ai pas dormi pendant 8 mois, je crois. Et donc, voilà, on a perdu, je crois, 1-0. Avec le maillot blanc, je me souviens. Collector. Tu l'as toujours? T'en as gardé un? Non, au club, oui, on les a gardés, puisqu'on a créé le musée aussi, au Café des Aiglons. Donc, on a énormément prêté d'objets, mais donc, il y a ce maillot, bien sûr. Et donc ce jour-là, il y avait déjà un fil rouge. Hein. On avait une foire Nissart autour du stade, avec pas mal de restauration, ce genre de choses. Un match entre les anciens, avant le match. Le tour d'honneur des U18 niçois, qui étaient champions de France. Avec Hugo, je crois. Hugo, Scaravagino... Et après le match, un concert, spectacle scénographique. Pas Patrick Bruel. Alors, je vais essayer de pas l'écorcher, mais Nux Vomica, évidemment. Désolé. Évidemment. D'ailleurs, on joue toujours le son à l'échauffement, même maintenant. Et puis voilà, spectacle scénographique, feu d'artifice. Donc en fait, la défaite n'avait pas gâché la fête parce que Nice avait beaucoup poussé et les champions de France lyonnais, a priori, ils avaient un petit peu galéré. Hein. J'ai cité Patrick Bruel, c'est un joli fail ça dans l'histoire de... C'est sympa comme moment de solitude. Ça, je m'en souviens. Avec un beau rebond quand même. Oui. Sur 10 ans après. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Un petit rappel, Patrick. Est-ce que pour les non-initiés, on peut rappeler cette anecdote ou non? De quoi que Patrick Bruel a chanté pour l'inauguration de l'Alliance Riviera. A essayé de chanter. Et qui s'est fait siffler par les supporters, évidemment, parce que supporter du Paris Saint-Germain. J'ai raté cet épisode. Mais tu connaissais pas l'anecdote? Tu sais qu'il a toujours pas compris, hein, parce qu'il dit plutôt apprécier l'OGC Nice. Mais ses enfants adorent l'OGC Nice. Mais faut qu'ils reviennent. Faut qu'ils reviennent. Pour que tu reviennes. Ça, c'est ça, notre chance. C'est pas Patrick Bruel. Ça, c'est Patrick Bruel. Bravo. Un point pour toi. Et donc là, on a parlé des 100 ans, mais voilà, il y a les 120 ans. 120 ans, ils se préparent. Juste avant de parler des 120 ans, moi j'ai une anecdote par rapport à cette soirée des 100 ans au Théâtre de Verdure. C'était Jacques Perrin, le maire à l'époque de la ville, et il s'était un petit peu fait siffler à un moment donné pendant la soirée. Il avait eu cette phrase avec sa voix de stentor. C'est moi qui régale, comme ça, il avait dit ça comme ça, alors que c'est évidemment tous les Niçois qui payent leurs impôts qui avaient payé cette bonne partie-là, mais c'était lui, il voulait se mettre un petit peu plus en avant, le maire de l'époque. Un petit message, non. Mais tu te souviens pas? Non, je vais être focus sur... Bon, bref, les 120 ans. Les 120 ans. Les 120 ans, on est déjà tous à œuvrer sur ce qu'on va faire pour honorer... au plus juste, encore une fois, justement, cet anniversaire. Donc aujourd'hui, voilà, on n'est plus le club des 100 ans où je devais accrocher moi-même les panneaux des sponsors en grimpant en grillage. Voilà, on a plus de moyens aujourd'hui. Mais bon, voilà, on va faire quelque chose qui parle au cœur de cible, bien sûr, à nos supporters. On reniera jamais notre ADN. Mais voilà, l'idée, c'est de aussi lancer un signal à peut-être des gens qui connaissent pas encore le stade, qu'on a envie d'embarquer aussi aujourd'hui. Donc voilà, les 120 ans, ça sera un peu tout ça. Et avec le maillot dessiné aussi par les supporters, il me semble. Exactement. C'est pas le maillot officiel, mais c'est la gamme 120 ans des supporters qui sont montés. J'ai bien travaillé. Chez le COP sportif, designé plusieurs pièces justement de la collection des 120 ans. Bon, ça sera au mois d'août, tout ça environ, c'est ça? Non, c'est le 9 juillet l'anniversaire. Oui, d'accord. Mais ça va commencer le 9 juillet et ça sera jalonné sur toute la saison. Sur le début de la saison qui suit. Un mot peut-être avant de se quitter, Virginie, pour tes équipes, évidemment. Bien sûr, j'ai parlé de Nico, qui est la pièce maîtresse de ma réussite, et puis bien sûr de tous les garçons il n'y a pas un mot qui se dit sur nous en France ou ailleurs sans qu'on soit au courant tout de suite. Donc on est toujours, tu vois bien, je rassure encore les supporters, on est toujours au fait de tout. J'ai des équipes formidables de garçons supporters que vous connaissez et qui donnent tout pour ce club. Et c'est ce supplément d'âme qui fait la différence peut-être avec d'autres clubs à ce niveau-là. Et c'est ce qui fait aussi que, comme ça, dans les médias, on dit souvent que l'OGC Nice est le club le plus abordable, le plus ouvert de tous les clubs de Ligue 1 et c'est mérité. Souvent eu le prix Orange. Oui.
Mais ça n'existe plus, ça existe encore ça, le prix orange? Prix orange, prix citron, c'était France Football. C'était pour Ça des peut joueurs comme et ça, c'était peut-être. la seule fois où ça a été un club qui a été primé pour son rapport avec la presse, ça a été C'était nous. l'OGC Nice. Ouais, donc bravo. Tu peux être fier de ça, Virginie. Bravo. Merci. Eh ben, merci à vous. Mais hein. ça s'est bien C'était passé. top. Oui, mais bon, je ferai pas ça toutes T'attendras les pas 20 ans semaines. pour revenir. Bah écoute, ça dépend de toi. hein. La prochaine fois avec Philippe, surtout. Oui. Voilà, Ah, on l'embrasse, je le fond regrette du lit, le Philippe. pauvre. Voilà. Tombé par la grippe, le filou. Il était là quand même. Merci à vous, c'était top une nouvelle fois. Merci à toute l'équipe, Chloé Voirgard, Sophie Dancé, Philippe Bertigny et Franck Fernandez à la préparation et à la réalisation de cette émission. Bonne Saint-Valentin à tous les amoureux, puisque c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Bon anniversaire à Samuel, ça c'est mon petit message perso. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Gin Tonic. À la semaine prochaine, bye bye.